Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui secoue pas mal le paysage politique et judiciaire français. Le scandale de la sextape présumée à la mairie de Saint-Étienne. On est mercredi 24 septembre 2025 et c'est le troisième jour d'un procès hyper tendu à Lyon. À la barre, le maire, Gaël Perdriau, qui doit faire face aux enregistrements faits par son ancien premier adjoint, Gilles Artigue. C'est assez fou comme situation. On parle de chantage à la vidéo intime, de grosses manœuvres politiques et même de soupçons sérieux de détournement de fonds publics. Oui, c'est ça. C'est un dossier vraiment très lourd. Tout est parti des révélations de Mediapart en août 2022 et l'onde de choc continue, quoi. Notre objectif aujourd'hui, en s'appuyant sur les articles, les comptes rendus d'audience qu'on a pu consulter, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça. On va regarder les faits, les enjeux du procès qui est en cours, et puis réfléchir aussi aux questions plus larges que ça soulève. Un vrai travail d'analyse en perspective, effectivement. D'ailleurs, si ce type d'exploration détaillée vous plaît, c'est le bon moment pour vous abonner à notre chaîne Avis artificiel. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines. Alors revenons au début de cette histoire. Comment tout ça a commencé? Ça tourne autour de Gilles Artigue, à l'époque premier adjoint allié de Perdriau, et d'une vidéo compromettante. Il aurait été piégé, filmé sans le savoir, dans un hôtel à Paris fin 2014, ou peut-être début 2015, avec un escort boy. Exactement. Un piège dont le but présumé était purement politique. En gros, neutraliser Gilles Artigue. Il avait été un allié important au municipal de 2014, mais visiblement, quelque chose s'est cassé. Et cette vidéo à Tim serait devenue l'outil d'un chantage pour le garder sous contrôle, pour s'assurer qu'il reste loyal ou qu'il se taise. C'est déjà assez sordide, mais ce qui rend l'affaire encore plus grave, c'est la question de l'argent. Comment on finance un truc pareil, un traquenard comme ça? Et c'est là que ça bascule potentiellement dans le délit financier. Les sources qu'on a pointent vers de très forts soupçons de détournement de fonds publics. L'idée, ça aurait été d'utiliser des subventions données à des associations locales, des associations amies, pour payer les gens impliqués dans ce complot. On parle de dizaines de milliers d'euros d'argent public qui auraient servi à ça, à des fins qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, évidemment. Ok, creusons un peu ce point sur le complot, le mode opératoire. C'est digne d'un film, non? On a cette vidéo filmée en cachette. Qui sont les personnages clés accusés d'avoir monté ça? Il y a plusieurs noms qui reviennent tout le temps dans l'enquête et au procès. D'abord, Gaël Perdriau, le maire. On le soupçonne d'avoir été au courant, voire d'avoir commandité l'opération. Ensuite, Pierre Gauthieri, son ancien directeur de cabinet. Lui, il apparaît comme un exécutant, très impliqué dans l'organisation du piège. Il y a aussi Samy Kefi-Jérôme, qui était adjoint à l'éducation. Il y aurait aussi joué un rôle. Et puis, celui qui a tout balancé, à Mediapart, Gilles Rossary-Langlais. Il se décrit lui-même comme un barbouzeur. Il aurait été payé pour participer, notamment pour trouver l'escort boy et filmer. Un barbouzeur payé. Et c'est là qu'intervient l'argent public, c'est ça? Comment ce montage financier aurait fonctionné concrètement? Alors, le mécanisme présumé, d'après ce qu'on lit, impliquerait au moins 2 associations locales. Elles auraient reçu des subventions de la mairie pour des projets, disons, assez flous, voire inexistants selon certains témoignages. Pierre Gauthieri lui-même, pendant son audition, il a admis avoir cherché à garantir un revenu régulier à Rossary-Langlais. Il a parlé d'un loyer sans faille. Il a même cité la somme de 34 000 euros. D'autres éléments suggèrent que 2 associations auraient reçu chacune 20 000 euros. C'est ce système présumé de fausses subventions qui explique pourquoi 4 responsables d'associations sont aussi sur le banc des prévenus à Lyon. Ils sont accusés de complicité ou de recel de détournement de fonds publics aux côtés des politiques. Utiliser l'argent des Stéphanois pour financer des méthodes pareilles, c'est une accusation extrêmement grave. Et tout ça nous amène donc au procès qui se tient en ce moment à Lyon depuis lundi 22 septembre. Comment ça s'est passé les premiers jours? L'ambiance doit être pesante. Extrêmement tendu, oui, très très tendu. Dès lundi, premier jour, la présidente du tribunal a marqué le coup. Huis clos partiel. Le but, c'était de pouvoir montrer un extrait de la fameuse sextape qui est vue comme une pièce centrale du dossier. Forcément, c'est un moment délicat, ça a tout de suite mis une pression énorme. D'ailleurs, Antoine Rouget de Mediapart, qui suit les audiences, a eu cette phrase très juste citée dans nos sources. Ce n'est plus de la politique. Ce sont les pages du code pénal. Oui, ça résume parfaitement le truc. On n'est plus dans le jeu politique, même s'il est dur, on est dans le pénal. Et mardi, le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé de marquant? Mardi, ça a été la journée des auditions des principaux acteurs, sauf le maire. D'abord, Gilles Rossary-Langlais, le barbouzeur. Il a maintenu sa version, il a chargé les autres, notamment Gauthier pour le rôle central, et il a affirmé que Perdriau savait.
Il a redit qu'il avait agi sur commande et pour de l'argent. Ensuite, c'est à le tour de Pierre Gauthier, l'ancien d'IRCAB. Son audition, ça a été un moment fort apparemment. Il se défendait seul, sans avocat, et il a livré un témoignage qui accable Gaël Perdriau. Il a dit que le maire savait pour ce compromat, ce dossier compromettant, mais aussi qu'il avait demandé à voir la vidéo. Attends, Gauthier dit que Perdriau savait et voulait voir la vidéo. C'est énorme comme déclaration. Absolument. Et son audition était d'autant plus marquante qu'elle s'est finie dans une ambiance très chargée émotionnellement. Confronté à ses propres mots, enregistrés par Artigue, où il parlait très crûment du chantage, Gauthier a fini par fondre en larmes à la barre. Un craquage, quoi. Ça a dû peser lourd dans la salle. C'est juste après ça que l'audition de Gaël Perdriau a commencé, en fin de journée mardi. Et donc, cette audition du maire, elle continue aujourd'hui, mercredi. C'est un peu le moment de vérité pour lui, là. Il est face aux preuves, notamment ces fameux enregistrements audio faits par Gilles Artigue. C'est tout l'enjeu de cette journée, oui. Perdriau doit s'expliquer sur le fond, répondre aux accusations très précises de Gauthier, de Rossary-Linglet, et surtout il doit réagir à l'écoute des enregistrements d'Artigue, où on entendrait le maire et son entourage discuter de la vidéo des pressions. Les questions portent sur son rôle dans le chantage, mais aussi, et c'est crucial, sur sa connaissance et sa responsabilité éventuelle dans le détournement de fonds publics pour financer tout ça. Et sur ce volet financier, les conséquences pour lui pourraient être très lourdes, bien au-delà de la politique ou de la morale. Ah oui, carrément. Le délit de détournement de fonds publics par une personne qui a l'autorité publique, c'est une des infractions les plus graves en matière de probité. Les peines, c'est jusqu'à 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende, mais il y a aussi, et politiquement c'est peut-être le pire pour lui, la peine d'inéligibilité. S'il est condamné là-dessus, ça signe très probablement la fin de sa carrière politique. Il ne pourrait plus se présenter notamment au municipal de 2026. Et face à tout ça, les accusations, les témoignages de ses anciens proches, les preuves matérielles, comment est réagi Gaël Perdriau? Sa défense n'a pas bougé d'un iota depuis le début, on dirait. C'est le moins qu'on puisse dire. Depuis les toutes premières révélations de Mediapart, ça fait plus de 3 ans maintenant, Gaël Perdriau, il nie totalement. Constamment, il clame son innocence. Il répète qu'il n'a jamais utilisé de méthodes illégales, qu'il n'a pas commandité le piège, qu'il n'était pas au courant du chantage sur Artigue. En gros, il dit « je n'ai rien à voir avec tout ça ». Oui, les sources rapportent ces mots à la barge. « Me retrouver devant vous est une épreuve. Dès le début, il fallait que je sois coupable. » Il se pose un peu en victime, non? Il y a en tout cas une défense très très ferme. Nier en bloc et suggérer qu'on lui en veut, qu'il y a une cabale contre lui. Le problème pour lui, c'est que cette position, elle est quand même mise à mal par pas mal de choses. D'abord, le témoignage direct de son ancien bras droit, Gauthier, qui l'accuse sans détour. Ensuite, celui de Rossary-Linglet, qui va dans le même sens. Et puis, surtout, il y a ces enregistrements de Gilles Artigue qui vont être diffusés. S'ils contiennent des preuves qu'il savait ou même qu'il a participé aux discussions sur le chantage, ça va être très compliqué pour sa défense. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il est toujours maire de Saint-Étienne. Malgré le scandale, les mises en examen, maintenant le procès, il n'a jamais démissionné. Comment on peut interpréter ça? Cet entêtement. C'est une question difficile. Est-ce qu'il est vraiment convaincu d'être innocent? Ou est-ce une stratégie politique pour ne montrer aucune faille? Parce qu'une démission serait vue comme un aveu. Difficile à dire. Mais c'est vrai que ce refus obstiné de quitter son poste, malgré la tempête judiciaire et médiatique, c'est un fait politique assez marquant dans cette affaire. Ça montre une détermination, ou peut-être un isolement, assez hors norme. Si on prend un peu de recul, au-delà du procès lui-même, quelles sont les répercussions plus larges? On note par exemple qu'il a fallu du temps entre les révélations et le procès. Effectivement, plus de 3 ans entre l'article de Mediapart en août 2022 et le début du procès en septembre 2025. C'est long. Et ça pose question. Ça montre une certaine lenteur de la justice quand il s'agit d'affaires complexes, qui impliquent des politiques importants, des montages financiers présumés. Ce délai, ça peut avoir des conséquences sur la sérénité des débats, sur la mémoire des témoins. Et puis, ça laisse la vie politique locale en suspens pendant des années. Ça peut aussi fragiliser la confiance des gens dans la justice, dans sa capacité à traiter vite et bien ce genre de dossier sensible. Et dans ce contexte d'affaires sensibles,
Un des articles parle d'un outil pour transmettre des infos de manière sécurisée. Oui, Mediapart rappelle l'existence de sa plateforme SecureDrop. C'est important de préciser, contrairement à ce qu'on a pu lire parfois, ce n'est pas une initiative de Gilles Artigs pour d'autres victimes. C'est un outil technique que Mediapart a mis en place il y a déjà plusieurs années. SecureDrop, ça permet à n'importe qui détient des informations importantes sur cette affaire ou d'autres, de les envoyer aux journalistes de façon anonyme et sécurisée. C'est un outil clé pour le journalisme d'investigation et pour protéger les lanceurs d'alerte, surtout quand il y a de fortes pressions. D'accord, c'est une précision utile. Bon, si on essaie de faire un petit bilan à ce stade, on a l'image d'un complot politique présumé qui aurait franchi toutes les limites éthiques et légales. Avec des méthodes de voyous, le chantage à la sextape, un complot qui aurait pu être financé par de l'argent public détourné, et au milieu de tout ça, un maire qui campe sur ses positions, qui nie tout, mais qui se retrouve de plus en plus seul, contredit par les témoignages et les preuves qui s'accumulent au procès. C'est une bonne synthèse de la situation, oui, telle qu'elle ressort des sources. On assiste vraiment à la mise à nu de pratiques présumées qui, si elles sont confirmées par le tribunal, sortent complètement du jeu politique pour entrer directement dans le code pénal. C'est une affaire qui révèle potentiellement des failles très profondes dans le fonctionnement politique local, dans les contrôles. Justement, ça dépasse le cas de Saint-Étienne, cette affaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, au fond, sur l'état de notre démocratie locale, sur la confiance qu'on peut avoir dans nos élus? Ça soulève des questions très préoccupantes. D'abord, sur les méthodes en politique. Et est-ce que c'est juste concevable que des élus, ou leur entourage, utilisent des méthodes criminelles pour éliminer des rivaux ou contrôler des alliés? Ensuite, sur la gestion de l'argent public. Comment c'est possible que des fonds destinés à l'action publique soient soupçonnés d'avoir servi à financer des manœuvres illégales comme ça? Ça touche vraiment au cœur du contrat de confiance entre les citoyens et ceux qui les représentent. Et troisièmement, ça met en lumière la question de la réaction, de l'efficacité des contre-pouvoirs, la justice, les médias, les contrôles internes aux institutions face à des dérives potentielles aussi graves. La lenteur de la justice dont on parlait, c'est une illustration de ça. On voit bien l'ampleur des enjeux. Pour finir notre exploration, quelles réflexions, quelles questions on pourrait laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent? Au-delà de la question essentielle de la culpabilité de chacun que la justice va trancher, cette affaire de Saint-Étienne, elle nous force à nous interroger sur la solidité de nos garde-fous démocratiques. Face à de telles accusations de détournement du pouvoir, de l'argent public, à des fins personnelles et illégales, comment on fait pour s'assurer que l'intégrité, l'éthique restent au cœur de l'action politique? Quels mécanismes de contrôle, de transparence, de responsabilité il faut renforcer pour éviter ce genre de dérive et pour restaurer une confiance qui est aujourd'hui sérieusement mise à mal? C'est peut-être ça la leçon la plus profonde et la plus inquiétante de ce scandale. Une question essentielle, effectivement, qui nous concerne toutes et tous. Voilà, c'est ici que s'achève notre analyse des sources sur l'affaire Perdriau à Saint-Étienne. On espère qu'on a pu vous éclairer un peu sur la complexité de ce dossier. Votre avis nous intéresse beaucoup. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire ce que vous retenez de tout ça. Si cette analyse vous a semblé pertinente, un petit like, ça nous encourage toujours. Et partagez cette exploration, ça peut aider à nourrir un débat nécessaire. Merci infiniment pour votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration approfondie.